Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval, passionné d'intelligence artificielle, passionné de tout, de trop, de trop ces temps-ci. Comment allez-vous, chers amis? Merci de nous accompagner à chaque épisode. Vous êtes là de plus en plus nombreux. Dans cet épisode d'IA Café, nous aimerions revenir sur une entrevue inspirante que nous avons, en tout cas moi, je trouve ça très inspirant de mon côté, à ce micro, à une entrevue avec Lise Langlois. C'est l'épisode 22. Cet épisode, il est intitulé « Être une femme en recherche sur l'intelligence artificielle ». Donc, avec Lise Langlois, ça a été publié le 23 septembre 2021. Et pour m'accompagner cette semaine, la première est notre toute nouvelle collaboratrice et elle représente à elle seule toute la francophonie de l'autre côté de l'Atlantique. Shirley Plumeran est avec nous. Comment ça va, Shirley? Bonjour à tous et à toutes. Ça va très bien et vous? Oui, très bien. Shirley, au moment où on se parle, là, l'épisode, j'ai fait une entrevue avec toi pour te présenter, je dirais, à nos auditeurs. Donc, au moment où on se parle, au moment où on enregistre, les auditeurs devraient avoir entendu l'entrevue que j'ai fait avec toi. Donc, c'est en toute connaissance de cause là, qu'ils vont écouter tes propos aujourd'hui. Mais merci encore d'être là aujourd'hui, Shirley. Mais merci à toi. La seconde n'est plus seule, puisque Shirley est là. Ève Gaumont est avec nous. Comment ça va, Ève? Bien, merci. Content d'être là avec vous aujourd'hui. Les auditeurs ont une longueur d'avance sur moi, par contre. Moi, j'ai pas eu la chance d'écouter l'épisode avec Shirley aujourd'hui, donc précédemment. Donc, c'est une complète découverte pour moi du parcours de Shirley. Ben oui, ça serait intéressant de vous entendre toutes les deux discuter parce que nous allons, on va parler de recherche en AI, évidemment, mais du rôle des femmes dans cette recherche en AI. On en avait parlé avec Lise Langlois. D'ailleurs, tu étais là, Ève, au moment de cette entrevue-là. Tu n'avais pas eu le temps d'intervenir beaucoup, puis à mon grand regret. Puis aujourd'hui, j'ai bien hâte de t'entendre à ce sujet. Sujet principal, l'entrevue avec Lise Langlois. Donc, Lise, rappelons-le, chercheuse en éthique, donc directrice de l'Observatoire sur les enjeux éthiques et sociétaux en intelligence artificielle. On a abordé plusieurs sujets avec elle, bien hâte d'en discuter avec vous. D'ailleurs, chercheuse, c'est quoi que vous dites, vous? Est-ce que... Disons, commençons par l'autre côté de l'Atlantique. Shirley, tu dis chercheur, chercheuse. Est-ce que ce débat-là a lieu en France? Oh que oui. Alors moi, personnellement, je dis chercheuse. Mais j'ai évolué sur cette question-là. C'est en très peu de temps. Et c'était un sacré débat en France. Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Ça occupe ou a occupé en tout cas une partie du travail parlementaire, on va dire ça comme ça. Ah oui. Oui, parce on a même eu une proposition de loi sur l'écriture, pour justement interdire et pénaliser l'écriture inclusive quand même. Ah oui. Ouais, donc pénaliser l'écriture inclusive. Ouais, incroyable. Je pense que. Voyons. Ouais. Et c'était assez incroyable quand même de vouloir mettre des amendes. Donc c'était interdire l'écriture inclusive dans les administrations publiques et les amendes pouvaient aller de 3 750 € à 5 000 € quand même. Donc. Franchement. Et très étrange. Très étrange. Toi, de ton côté, tu dis quoi? Tu te décris comment? Écoute, j'ai jamais eu de problème avec chercheuse. Tu sais, autrice, auteur, c'est des réflexions que j'ai eues plus. Oui, maintenant, autrice, c'est vrai, c'est rentré dans notre vocabulaire. Je l'avais, tu sais, comme moi, j'étais moyen à l'aise, puis c'est parfaitement rentré dans mon vocabulaire. Chercheuse, ça a toujours été dans mon vocabulaire, donc c'est celui que j'utilise, mais à l'écrit, je vais probablement préconiser chercheur parce que c'est plus facile plutôt que si tu fais une communication puis jeune chercheur,
et chercheuse, ben, tu vas faire jeunechercheur.e.s. Donc, oui, c'est vrai, il est facile à adapter la nouvelle écriture épicène. Là. C'est ça. Donc, elle écrit probablement que je vais préférer pour un large groupe de personnes, je vais préférer chercheur, mais à l'oral, ça va être chercheuse. Ben, on est déjà dans ces... Oui, vas-y, Shirley, continue. Pardon. Ouais, j'ai eu la même... c'est pareil pour moi avec auteur-autrice, pareil que Eve. Donc, et c'est là-dessus, moi, que j'ai beaucoup évolué, justement. Ben oui, c'est normal. C'est des nouveaux mots, on résiste, mais quand même, c'est chargé. Les mots sont chargés, puis on le voit bien. Mais non, c'est pas un nouveau mot, autrice. C'est oui, c'est vrai. Génial. Mais c'est un mot qui date excessivement longtemps. C'est vrai. Exactement. C'est vrai, je le savais, mais la résistance, disons qu'on l'avait oublié, ce mot-là, puis la résistance, on a donc l'impression que ça va bouleverser notre vie, alors que c'est juste une orthographe, un mot, une façon de le prononcer, mais quand même, c'est chargé. Ben, on est déjà dans les débats qu'on va aborder aujourd'hui, nommer, comment d'abord intégrer les femmes en recherche, comment les nommer, ça fait partie de l'équation. Premier thème, avant de sauter peut-être dans le cœur du sujet, j'aimerais parler de l'interdisciplinarité d'abord en recherche. C'est un thème qu'on a abordé avec Lise, donc comment aborder un objet complexe, là, sinon par tous les angles disciplinaires, puis se pose évidemment les défis, je dirais, de l'interdisciplinarité. Puis j'imagine que de votre côté, puis je suis curieux de vous entendre, que vous avez sûrement, par la nature, je dirais, de vos sujets, vous avez sûrement participé à des projets interdisciplinaires. C'est quoi les défis que vous rencontrez? Peut-être commençons par Shirley. Oui, alors moi, en tant que juriste, je dirais, de mon expérience personnelle, hein, c'était de pas être, je dirais, la 5e roue du carrosse, on va dire ça comme ça. De pas être l'espèce de pièce juridique ajoutée en dernière minute dans le projet pour dire « Ah, il faut qu'on fasse un petit point quand même là-dessus. Voilà. Ah, il faut qu'on s'assure quand même... » Ouais, de pas être ce dernier truc qu'on rajoute à la fin. C'est un peu cosmétique, là, ça arrive. C'est un passage obligé. Moi, en éthique, ça ressemble souvent à ça. Là. C'est vrai que ça prendra un volet éthique là, pour une ouverture à la fin. Là, ça serait intéressant. Jeff, est-ce que tu peux travailler là-dessus? OK, mais tu sais, ça fait vraiment bouche-trou, ça fait service. On est là pour rendre un service. Là, je pense que la 5e roue, c'est intéressant comme image. Là. On n'a pas vraiment besoin, mais parce qu'on l'exige, peut-être qu'on pourrait rentrer là. Ça serait donc la même chose avec le droit. Ève, de ton côté, ça ressemble-tu à ça aussi? Oui et non. J'aime beaucoup l'idée de faire intervenir les juristes ou les gens de sciences sociales en amont. Puis j'entends votre critique de souvent l'éthique, le droit, c'est comme, OK, viens nous faire des checkmarks pour nous dire qu'on est correct ou pas. Moi, j'ai plutôt œuvré, par contre, dans le développement de technologies juridiques plus que dans comment le droit regarde une technologie dans un autre domaine. Et dans ce contexte-là, je trouve qu'il est super important d'avoir la personne de terrain, donc la personne dans le niveau d'expérience. Si c'est en sociologie, mais le sociologue en premier pour circonscrire le problème et ensuite demander à l'intelligence artificielle ou aux autres disciplines de venir intervenir, plutôt que ce soit eux qui identifient le problème, puis qui ensuite viennent dire « on a pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne idée qu'on solutionne le problème qu'on a imaginé que vous avez, puis alors que c'est peut-être pas nécessairement le cas? » Récemment, j'ai fait une entrevue avec des gens qui voulaient développer une base de données juridiques, puis j'ai trouvé ça super intéressant au tout début de leur projet, ils faisaient des grosses séries d'entrevues avec tout plein de gens pour cerner leurs besoins. Puis je pense que c'est excessivement important en interdisciplinarité que l'intelligence artificielle s'imagine pas être capable de comprendre des problématiques dans des domaines qu'elle connaît moins bien. Donc, en amont, il y aurait peut-être un travail à faire. Shirley, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant ce qu'a dit Ève, parce que peut-être je milite un petit peu trop fort pour vraiment avoir ce côté, comme je disais, pas être la 5e roue du carrosse, et d'être en amont le plus tôt possible dans le projet pour justement
pour intégrer en fait les exigences juridiques au plus tôt dans le projet. Mais c'est vrai, Eve a complètement raison de rappeler quand même que aussi c'est important. Enfin, comme elle a dit, tout comme elle a dit, c'est important de placer la personne ou la discipline principalement concernée quand même au centre, je dirais. Mais c'était pas une opposition du tout. C'était l'un et l'autre. C'était l'un et l'autre. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis aussi. Je pense qu'on va se répondre beaucoup comme ça. Se rendre l'appareil beaucoup pendant les conversations. Moi, dans mon cas, ce qui m'agace le plus lorsqu'on parle d'interdisciplinarité, c'est que ça me donne souvent l'impression d'être un dialogue factice, là, c'est-à-dire que l'image que j'ai, c'est une courte pointe, là. On met ensemble plusieurs disciplines, mais faudrait peut-être plus parler de transdisciplinarité, là, mais des vrais ponts interdisciplinaires. En ce moment, on est en train d'en faire un, là, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le même champ disciplinaire, on essaie de se parler, on essaie de se comprendre, puis je pense que j'en avais discuté un peu avec Lise. C'est ça, là, comment créer de vrais liens, de vrais ponts, puis ces vrais liens-là, c'est souvent, institutionnellement, c'est des facultés interdisciplinaires, des départements interdisciplinaires, des profs interdisciplinaires, mais ce qu'on voit, c'est pas exactement ça. Ce qu'on voit, c'est des profs dans leur champ disciplinaire qui se réunissent dans un congrès pour comprendre qu'ils ont de la difficulté à se comprendre. Puis ça, quand ça ressemble à ça, là, c'est sûr qu'on va se targuer que c'est de l'interdisciplinarité, mais je la trouve très peu féconde, je dirais, comme type d'interdisciplinarité, alors que quand c'est vrai, quand c'est ancré, quand c'est concret, mieux incarné, à ce moment-là, il y a vraiment un vrai savoir interdisciplinaire qui se développe. Bon, je vais prendre un deuxième café parce que je m'enfarge dans mon interdisciplinarité. Non, mais je rebondirais là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Les diverses formes de ce à quoi on peut plaquer le mot interdisciplinarité, là. Est-ce qu'un chercheur qui a deux formations, lui, est purement interdisciplinaire? Est-il multidisciplinaire? Ça semble être comme l'idéal, là. Quelqu'un qui comprend les deux, qui a intégré les deux vocabulaires en ayant des formations dans les deux. Après ça, des gens qui se mettent ensemble juste sur une demande de subvention parce qu'il y a des critères, ça, c'est un peu plus dommage. Mais je pense que tu disais avoir de la difficulté à se comprendre. C'est sûr que le vocabulaire commun, c'est un gros projet, c'est un gros problème. Mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il faut avoir des discussions sur le long terme. C'est pour ça que le podcast est intéressant, de créer des relations avec des gens d'autres ponts, avec des gens avec qui on a des conversations sur le long terme, puis on apprend à mapper un peu ce qu'on sait puis ce qu'on sait pas, puis là où on se comprend, là on se comprend pas, puis c'est à ce moment-là que ça devient fertile, peut-être. Je sais même pas, peut-être que je suis une jeune étudiante trop enthousiaste aussi. Non, mais je pense que c'est là que ça peut se créer vraiment là, ces vrais champs interdisciplinaires dans ce vrai dialogue. Pas, je pense que des demandes de subventions, j'en ai vu plusieurs là où que je devais ajouter mon paragraphe, puis c'est pas vraiment là que ça peut vraiment se créer. D'ailleurs, j'ai regardé une étude qui avait été publiée justement par je l'ai en face, là, un collectif de chercheurs, je pense que c'est France UK. Plusieurs auteurs, là, je les nommerai pas tous, je vais dire Rémi Koster ou Kosters et al. Tiens, je vais les nommer comme ça. Le titre, c'est Recherche interdisciplinaire en intelligence artificielle, Challenges and Opportunities. Donc, trois clés pour la recherche interdisciplinaire. 1, la recherche et les développements en AI ne doivent pas influencer seulement la recherche technique en AI, mais doivent inspirer et transformer d'autres champs disciplinaires du savoir. Donc, éviter que ce champ-là se développe puis reste pris dans la technique, mais rayonne et influence les autres champs. Deuxième clé, pour assurer le dialogue entre les disciplines, la recherche en AI doit développer les champs de... ça, c'est intéressant. Pour assurer un dialogue, les champs les plus importants, c'est l'explicabilité décisionnelle, être capable d'expliquer comment fonctionnent ces algos-là. Là, si on veut être capable de jaser en discipline, il faut au moins que ces algos-là soient capables de s'expliquer. Donc, l'explicabilité.
La transparence aussi. Donc, les biais, comment que les données sont constituées, comment sont-elles transformées, les biais qui peuvent se dessiner. Je pense que si on veut rentrer d'autres champs disciplinaires, il faut être capable de rentrer un peu dans la boîte noire puis essayer de faire du sens avec tout ça. Puis la dernière clé, c'était l'éducation. Donc, l'éducation en AI qui doit progresser de façon générale. Là, dans le texte, on parlait de créer plus d'experts pour former les futurs experts, évidemment, mais former aussi des praticiens, des chercheurs, des développeurs en AI pour informer, éduquer le public, puis notamment là, pour réduire ce que mesurait déjà étant un sentiment de méfiance là, qui tranquillement se dessine à l'endroit de l'AI, de la recherche en AI dans ce domaine. Donc, interdisciplinarité en ce sens. Mais si je peux ajouter quelque chose, on dit beaucoup qu'il faut que le public comprenne, le public puis les autres chercheurs comprennent l'intelligence artificielle, mais il faudrait aussi, je crois, que les chercheurs en intelligence artificielle fassent le travail, puis ils le font souvent, là, mais de comprendre les enjeux des autres disciplines, de comprendre le droit. C'est assez impressionnant souvent le manque de connaissances juridiques qu'on peut avoir dans la société. Puis donc, si la société produit ces chercheurs-là, puis ces gens-là, ils doivent aussi comprendre les enjeux juridiques avec lesquels ils doivent naviguer. Oui, tout à fait. Ouais. Shirley, tu voulais ajouter quelque chose? Je suis tellement d'accord avec Ève, en fait. Non, mais moi, je suis... c'est pour ça que dans l'intervention de Lise Langlois, j'ai adoré le terme qu'elle a utilisé. Elle a, je crois, fait la différence entre interdisciplinarité et transdisciplinarité. Et je crois que la nuance est très importante. Et pour le résumer, je dirais que l'interdisciplinarité, finalement, ça risque d'être du patchwork qui ne fonctionne pas bien. Et si on cherche à tendre vers la transdisciplinarité, là, tout de suite, on va chercher peut-être à former les futures personnes qui vont travailler sur un même projet d'une manière différente. Alors, je pense aux ingénieurs de ne pas simplement faire des techniciens, cours. Oui, voilà, et pas simplement faire des cours d'initiation au droit où ils vont avoir 3 heures sur 5 ans de formation, et inversement, bien sûr. Moi, là, en tant que juriste, les sujets techniques, abordés techniquement, je veux dire, je les ai connus qu'une fois que j'ai travaillé, en fait. Ah oui. Donc, de former autrement les futurs spécialistes de l'intelligence artificielle, ça, pour moi, c'est juste un passage obligé, quoi. Oui, puis d'enrichir, moi, j'enseigne en sciences et génie, puis je suis toujours surpris. J'ai 2 futurs juristes avec moi. Je suis toujours surpris de voir comment les futurs ingénieurs en savent peu sur le droit. Tu sais, c'est un domaine qui est très balisé, qui est très normé. Écoute, à chaque pas qu'ils font, il y a des normes, il y a des règles, il y a des codes. Puis en gros, ils connaissent vraiment comment construire un pont, mais les règles, les normes, les lois sont très peu familiers. Écoute, c'est un cours d'éthique, puis des fois, j'ai l'impression que c'est la première fois. En géomatique, je dirais que c'est une autre histoire, ils sont bien formés, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils entendent parler de droit en tant que tel. Donc, c'est sûr que après, quand on arrive pour avoir un dialogue, quand ceux qui travaillent la technique ont peu de notion de droit, d'éthique, de sciences sociales, je dirais en général. Puis de la même façon, quand tu as des personnes en sciences sociales et humaines qui ont fui les sciences lors de leur passage sur les bancs d'école, ça fait un drôle de dialogue, même une certaine méfiance l'un par rapport à l'autre. Oui, c'est vrai. J'ajouterais... parce que soit ils découvrent totalement, par exemple, des règles juridiques, soit ils ont effectivement, comme tu disais, une certaine méfiance, ou alors un a priori très négatif d'emblée. C'est ça, moi, je l'ai constaté tellement de fois, et même sur des sujets typiquement... les données à caractère personnel. Alors, tout le monde connaît le RGPD, tout le monde est capable de citer cet acronyme. Mais alors, à chaque fois, dans les entreprises, le mot RGPD s'accompagnait d'un « Oh !»
Ben oui. Ah oui, ce truc-là. Ah oui, ce Voilà. truc qu'il ne faut absolument pas mentionner pendant une réunion, là, ce truc-là. Là. Oui, on comprend. Donc, c'est dommage, alors que c'est des champs académiques, c'est des champs d'intérêt, puis c'est juste d'avoir un cerveau suffisamment intéressé par l'un et l'autre. Puis tout à coup, on a une tête différente. Donc, une tête vraiment peut-être plus proche de la transdisciplinarité. Je vais juste le dire doucement. Que l'interdisciplinarité. Donc, moi, il y a peut-être ça à faire en matière d'interdisciplinarité. Je voulais aborder un deuxième thème que j'avais abordé avec Lise, puis je suis évidemment curieux de vous entendre, puisque c'est je dirais le sujet central, du moins, c'est comme ça que je l'ai vu, ce que j'ai retenu, en tout cas, de mon entretien avec Lise. C'est le rôle des femmes en recherche. En AI, donc le rôle des chercheurs en AI. Lise a abordé les défis, même des fois les injustices qui sont liées au genre. Peut-être remettre ça en contexte et après je vous cède la parole. D'abord sur le rôle des femmes en recherche académique. Moi, c'est un de mes dadas. Je m'intéresse aux chercheurs comme c'est mes petits rats de laboratoire. J'aime bien les observer. Donc, lorsqu'on regarde la recherche académique, de façon générale, le rôle des femmes ou la place des femmes, c'est intéressant de voir la progression. C'est sûr qui s'est passé au cours des 40 dernières années, mais encore là, on est encore très loin de l'équité. D'abord, l'équité progresse depuis les 40 dernières années, évidemment. On n'est pas encore à la parité en termes de nombre. Là, ici, les chiffres que je vous ai sortis, c'est une étude c'est 2012 par Christine Doucet, Michael R. Smith, puis Claire Durand. Ici, on va faire la promotion de nos pairs. C'est en relations industrielles ici à l'Université Laval. L'étude s'appelle « Structure salariale, représentation féminine et écart de rémunération selon le genre des professeurs d'université ». Donc, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, ça a progressé. Quand je disais que ça a progressé, la représentation des femmes, on a passé de 13% en 1973 à 30% en 2003. Puis là, l'étude a été publiée en 2012. Je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais on peut se douter que ça a progressé. Alors qu'il y a quand même la parité n'est pas encore là. Pourtant, on est dans peut-être le milieu le plus favorable, je dirais, pour cette parité-là. C'est un milieu qui se veut ouvert, qui se veut intellectuel, qui fait la promotion de l'égalité dans ses valeurs, en tout cas. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas encore atteint. Ça se dit égalitaire. On a plusieurs stratégies pour arriver, mais on n'y arrive pas encore. Et c'est encore pire lorsqu'on regarde les salaires. Donc, en 2006, les femmes étaient payées 18% moins que les hommes. Donc, 18%, vous me direz que c'est juste 18%. Non, c'est quand même 18%. Donc, c'est quand même mieux que dans la population en général. En général, c'est 29% de différence en ce moment. Non, ça, c'était en 2006. Ça a évidemment progressé depuis ce temps-là. À l'époque, c'était 34% chez les avocates. Donc, vous le saurez. 2006, quand même. 2003, les chiffres que j'avais vus, 15% des chaires de recherche allaient à des femmes. Donc, juste 15% en 2003 des chaires de recherche. Puis, dans l'étude en question, il parlait que le processus d'agrégation semblait défavoriser les femmes. C'est-à-dire que tranquillement, on tente de l'intégrer plus, mais le processus d'agrégation, de stress, de publication, de compétition, à la fin, on voit qu'il y a plus de femmes qui sont évacuées, qui sont tassées, je vais le dire comme ça, tassées du système. Après 15 ans, ça se stabilise, là, mais il y a quand même, pendant le premier processus, là, il y a une bonne vague, il y a une plus grande proportion de femmes qui vont sortir du système. Puis, lors de l'entrevue avec Lise, j'avais abordé la différence aussi avec la recherche en AI. Donc, c'est sûr que là, la recherche en AI, on dirait que c'est pire. Les chiffres que je vous avais cités dans l'étude en question, c'était 9 sur 10. Donc, 9 sur 10
dans la revue où on parlait des chercheurs les plus influents en intelligence artificielle, là, rappelez-vous. C'était 90% qui étaient des hommes. Donc là, on en est là, et là, c'était des chiffres récents. Là. En 2017, 12% des chercheurs en apprentissage automatique, ce sont des femmes. 12%. Ben, c'est pas beaucoup. Hein? Puis le rapport en 2018, le Artificial Intelligence Index indique que 80% des professeurs en intelligence artificielle sont des hommes. Dans le monde du travail, Facebook, 15% des équipes de recherche en AI sont des femmes. Des membres d'équipes de recherche, plutôt, sont des femmes. 10% chez Google. Vous le voyez, là, c'est pas un portrait glorieux de tout ça. Là. J'ai 2 femmes, là, on va les questionner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, mesdames? Shirley, disons. Commençons par Shirley. Puisqu'on parle de chiffres, moi, il y a un chiffre qu'a évoqué Lise Langlois qui m'a énormément interpellée. Enfin, pas le chiffre en lui-même, mais la suite, ce qu'elle a donné comme information ensuite. Alors, je suis désolée, j'ai plus la référence exacte, mais elle disait que 13% des articles concernant l'intelligence artificielle qui étaient écrits, qu'il n'y avait que 13%, d'articles sur l'intelligence artificielle écrits par des femmes. Alors, je ne sais plus où exactement, sur où est-ce qu'elle avait eu ce chiffre. Et elle disait surtout ensuite que ce chiffre n'avait pas évolué depuis les années 1990. Aïe, oui, c'est vrai. Et ça, moi, c'est cette information-là, la seconde qui m'a le plus choquée, en fait. Je me suis dit, mais OK, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une vraie question et j'ai pas trouvé la réponse depuis. Hein. Mais vraiment, c'est vraiment ça, moi, qui m'a interpellée très, très fort parce que je pense que c'est vraiment des questions, la place de la femme, les questions de genre et à juste titre aussi également, elle évoquait les questions de la diversité aussi. Ce sont des questions qu'on évoque de plus en plus, qui sont de plus en plus prenantes dans nos sociétés. Mais le fait est, là, c'était flagrant. Depuis 1990, il n'y avait pas eu d'évolution là-dessus. Et ça me dérange un peu. Vraiment. Qu'est-ce se passe-t-il? Que peut-on faire aussi, là, bien humblement, là, mais on peut aussi penser à des problèmes structurels. Là. Ève, comment tu vois ça? Moi, je dois dire que j'ai un certain malaise à parler de cette question-là du manque de représentativité des femmes en intelligence artificielle parce que si on regarde les équipes d'intelligence artificielle, il va y avoir des femmes, mais elles vont être des juristes. Le vrai problème, il est probablement beaucoup plus... J'ai l'impression que le token femme va toujours être dans les disciplines connexes, ce qui fait en sorte que moi, ma position, elle n'est pas si inconfortable que ça. On est toujours content de voir une femme... Puis, mon parcours a été relativement facile parce que dans le droit, c'est majoritairement féminin et tout. Puis une femme qui s'intéresse à l'intelligence artificielle, on se dit « Ah, c'est cool! » Puis bon, c'est une juriste. Mais je pense que la vie est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui doit passer à travers des études en génie où, on le sait, ils sont largement minoritaires. Et là, c'est là où l'écrémage se fait de plus en plus. Donc, j'ai des réflexions, mais je pense que c'est les personnes qu'on devrait le plus entendre, c'est vraiment celles qui ont vécu la difficulté de percer dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du génie. Parce que autrement... Puis qu'on devrait faire attention aussi quand on regarde les équipes interdisciplinaires, les équipes d'intelligence artificielle, de ne pas compter les femmes des domaines connexes comme étant comme jouant dans la diversité ou jouant dans le pourcentage. Parce que c'est peut-être un peu faire taire certains autres malaises des personnes qui les vivent plus. Mais ce que je trouvais intéressant tout à l'heure, Jean-François, quand tu parlais du processus d'agrégation qui tassait beaucoup de femmes, mais quand on y pense, le processus d'agrégation, ça arrive à un moment clé. Hein? Ça arrive au moment où on a terminé son doctorat, on n'a peut-être pas voulu avoir d'enfants pendant la période du doctorat. On a enfin obtenu un poste de prof. Là, à un moment donné, on ne peut pas trop attendre pour... Si avoir des enfants, c'est quelque chose qui nous intéresse, on ne peut pas repousser. Et c'est possiblement là où la différence homme-femme est la plus marquante. Puis je pense que vraiment, c'est une des problématiques importantes du fait que les femmes accèdent pas aux postes les plus hauts, c'est que c'est encore elles qui portent souvent, je
je vois des pères qui sont remarquables, là, c'est pas une critique, mais reste que c'est encore souvent les femmes qui portent le fardeau de la maternité et c'est probablement l'un des facteurs importants qui fait cette distinction-là ou ce retard des femmes-là. Ben oui, c'est sûr. J'avais déjà vu, moi, tu sais, quand tu arrives pour faire ton dossier de candidature, ton dossier d'agrégation, tu sais, combien d'articles tu as publiés. Puis il y avait quelqu'un qui m'a demandé comment ça fait qu'elle n'a pas publié en telle année. Ben, elle est enceinte. Là. C'est quoi tu veux que je te dise? Tu sais, elle est enceinte. Tu essaieras d'écrire enceinte. J'ai jamais été enceinte, là, mais disons, j'ai vu ma femme, puis je l'aurais pas vu publier un article pendant ce moment-là. Puis la maternité qui suit, c'est sûr que ça fait un gap dans un parcours. Donc, si tu juges le parcours en fonction du nombre et du prestige des articles publiés, mais c'est sûr que structurellement, il y a une partie de la population qui va être défavorisée. Puis évidemment, il faut probablement aussi s'intéresser à la manière dont le premier autorage s'octroie. Là. Ça, je pense que ça fait une différence aussi. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'en informatique, l'auteur le plus proéminent, le Yoshua Bengio va toujours être le dernier ou toujours être le premier selon la discipline. Mais c'est un cercle qui se renforce. Hein. Si actuellement le top, ce sont des hommes, ceux qui sont en haut de l'échelle, ce sont des hommes, donc ça va toujours être eux qui vont être le dernier. Peut-être de commencer à repenser à la manière dont ça se fait, de mettre en ordre alphabétique ou je sais pas. Mais c'est sûr que si ça joue dans les statistiques, là, qui est le plus ancien, qui est le plus impressionnant, ça va se répéter. Il va en avoir de plus en plus, puis ça va simplement accroître. Ouais. C'est une boule de neige qui déboule. Oui, c'est même mesuré. Ça. Il appelle ça le Matthew Effect, là, où tu vois justement que c'est toujours dans le fond, un chercheur, plus il est prestigieux, plus il est cité, plus il devient prestigieux. Puis c'est une belle boucle qui se met à tourner comme ça. Puis évidemment, quand tu as des chercheurs, des vieux chercheurs, mais des chercheurs, disons, seniors, on va les appeler comme ça, c'est sûr que la proportion d'hommes est plus grande. Donc, la proportion d'hommes a tendance à avoir publié plus, à avoir un plus grand prestige, à aller chercher des ressources, des subventions, puis là, ça tourne, puis le cycle repart. Puis pour briser ce cycle-là ou pour modifier un peu ce cycle-là, ça va prendre des générations, très certainement, là, avant que ça se rééquilibre. Dans toute l'idée du role model, si tu vois que ces chercheurs seniors-là, ce sont tous des hommes, ben au final, tu te dis peut-être que ma place n'est pas là. Puis je lisais un tweet relativement intéressant là-dessus que je vais vous lire. C'est tu tweets en même temps, c'est fort. Ben non, pas en même temps. Je me suis préparée, Jean-François. Je me prépare pour les enregistrements. Bravo. Oh boy. Vas-y, continue. C'est Margaret Mitchell, je crois, qui est une chercheuse de Google qui s'est fait tasser, qui est super intéressante, puis qui renote qu'elle a été mise dans la liste des 100 chercheuses femmes les plus importantes, puis qui remercie l'existence de cette liste-là. Elle dit « I appreciate that I've never personally won an award, only my work has, when I'm not known. I've often internalized that I really don't matter as an individual to the CS community. And my work can only be respected when the me behind it is hidden. » So, donc alors, les femmes, les femmes en intelligence artificielle se disent on reconnaît mon travail, mais on ne reconnaît pas. Quand c'est moi qui le porte, il devient nécessairement moins intéressant parce que je suis une femme puis je ne fit pas le modèle du chercheur senior. Il y a quelque chose vraiment à explorer ça. En tout cas, parmi les données, moi aussi, c'est celle-là qui avait attiré mon attention sur le processus d'agrégation. C'est déjà difficile pour tous ceux qui s'aventurent dans ce processus-là, mais en plus, si ça exclut un peu plus il y a toutes sortes de bonnes raisons de réformer ce processus-là, mais si en plus, ça tasse encore plus de femmes, la proportion, il y a d'autres, mais en tout cas, c'est une raison importante pour réviser ce processus-là, très certainement. Charlotte, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors déjà, on ne me voit pas, hein, c'est un podcast, mais à chaque parole de Ève, on est carrément en phase. Hein. C'est pour ça que je suis content de vous avoir toutes les deux aujourd'hui.
Parce qu'il se trouve que moi aussi, j'ai préparé mon intervention, enfin, ce podcast. Toi aussi, tu te prépares, bravo. Oui, évidemment. Et il y avait plusieurs sujets, et notamment celui de la maternité, auquel forcément j'ai pensé, parce que c'est un moment, effectivement, potentiellement, pour les femmes, un moment clé. Dans leur carrière et donc à chaque fois j'étais là à bondir sur ma chaise en mais oui je suis d'accord, mais oui Ève bien sûr. Donc oui, alors évidemment c'est un moment potentiellement, donc je dirais j'ajouterais le potentiellement clé, pardon, parce que déjà il y a aussi une chose qu'on n'évoque pas, c'est que toutes les femmes n'ont pas forcément cette envie de maternité, mais ça, beaucoup d'hommes dans le milieu du travail partent du principe que c'est un fait, c'est un acquis et que voilà, toutes les femmes vont avoir des enfants et que ce sera une contrainte. Donc je crois que ça c'est quand même un élément hyper important à combattre si on veut travailler sur la place des femmes dans l'intelligence artificielle, mais partout ailleurs, en fait, parce que c'est un sujet qui ne concerne pas que l'intelligence artificielle, clairement. Et ça me fait penser aussi sur la place des femmes. Moi, j'avais le souvenir d'un entretien de Christine Lagarde, présidente du FMI. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu une femme qui pèse dans le game, on va dire ça comme ça, au niveau mondial, qui a été dans le secteur public, qui a été dans le secteur privé, qui a été au niveau local, qui a été au niveau international, qui a été avocate, voilà, elle sait de quoi elle parle, je pense. Et c'était très intéressant cet entretien parce qu'elle parlait justement, elle disait qu'elle avait totalement changé de point de vue sur la question des quotas de femmes représentées, présente dans les différents... discrimination positive. Oui, tout à fait. Et elle expliquait pourquoi elle avait totalement changé de point de vue sur la question et qu'aujourd'hui, elle est pour justement ces quotas de femmes. Et elle faisait bien, comme tu as fait, Ève, la précision qu'il faut faire très attention justement à cette idée de quota, que de la manière dont on va compter justement et où vont être ces femmes. Ah oui. Ouais, c'est très important parce qu'effectivement, si jamais vous les ajoutez, pour respecter les quotas, vous avez un certain nombre de femmes, mais que dans certaines disciplines ou dans certains comités ou à certains postes, mais jamais les postes de décision. Alors certes, d'une certaine manière, vous avez respecté les quotas, mais pas de la manière dont il faut, je pense. Ouais, faut aller voir dans le détail. Donc, faut aller voir dans le détail, exactement. Et ça vraiment, je lisais justement ce matin alors rien à voir avec cette question-là, mais du coup j'ai fait le parallèle. Je lisais un article sur justement les JO en 2024 qui vont être organisés à Paris. Avec là c'était sur la problématique, vraiment ça n'a strictement rien à voir avec la question de la place des femmes. Mais je vais vous expliquer pourquoi je fais le parallèle. Oui. Dans l'article en fait de presse, ils expliquaient que donc en fait c'était la problématique des infrastructures qui étaient qui allaient être construites et qui étaient censées après être réutilisées par les populations sur place, donc autour de Paris, parce que tout ne va pas être en plein centre de Paris, c'est impossible. Donc, on va construire beaucoup de structures et de logements, notamment le village olympique, etc., dans la périphérie nord de Paris. Et donc, cet article, en fait, dénonçait le fait que, déjà, les populations n'ont pas été consultées sur leurs réels besoins, etc. Et surtout, à aucun moment on a pris en considération en fait leurs revendications ou leurs besoins, leurs demandes. Et ça expliquait en fait qu'il y a eu des enquêtes publiques, etc. Tout le processus a été respecté, mais qui décide? Qui analyse les audits? Qui analyse les offres, les appels d'offres? Et c'est
voilà, c'était en fait un article pour dénoncer le fait que ce sont les mêmes personnes entre elles, en fait, qui décident en étant déconnectées totalement de la réalité sur place et des besoins, des réels besoins des habitants. Du coup, voilà, je fais ce petit parallèle parce que vraiment, ça a fait écho, je trouve, à cette question-là. Si on ne regarde pas dans le détail où sont placées les femmes, à quel poste elles sont, dans quelle discipline, qui sont les décideurs, qui décident de les placer à tel ou tel endroit, on va tourner en rond, en fait. Oui, je pense qu'il faut aller voir dans le détail. L'exemple que j'avais en tête, moi, c'est désolé. C'est le réseau de la santé. Par exemple, on pourrait arriver à la conclusion qu'il y a plutôt équité dans le réseau de la santé, mais quand on va voir dans le détail, curieusement, les médecins plutôt masculins, très bien payés, puis de l'autre côté, infirmières, c'est une profession, mais c'est une passion, puis c'est une vocation, puis sont sous-payés, puis travaillent fort, donc puis c'est surtout des femmes. Donc, tu sais, faut être lucide, puis regarder qu'est-ce qui se passe dans le détail, parce que sinon, on manque, si on reste trop en superficie, on manque l'essentiel. Exact. De la même manière, on parlait de la conférence NeurIPS on parlait de la conférence NeurIPS qui disait qu'il mettait plus de place vers l'éthique, mais que le panel éthique se finissait souvent par être en fin d'après-midi le dernier jour de la conférence. Ça serait comme plate que le dernier panel éthique, ce soit toute une gang de femmes qui soient dedans, puis ce soit ça qui permette de rééquilibrer. Puis que toute la recherche de pointe sur les développements ML super pointus, qui sont très très attendus, qui ont beaucoup de gens qui y assistent, ce soit tous les chercheurs masculins. Donc intéressant. Il y avait aussi tantôt on en parlait un peu, c'était la culture du milieu qui peut favoriser ça. Moi, je regarde les étudiants qui sont formés en sciences et génie ici, c'est très masculin, c'est très jeune homme. Il y a tout le temps, évidemment, un 20%, là, je dirais, de femmes, là, mais je me mets à la place des femmes-là. Comment se sentir chez soi, à sa place, lorsque il y a quelque chose de structurel vraiment difficile à changer. Comment tu peux te sentir à ta place quand tu regardes autour, puis c'est toutes des gars, des geeks avec leur trip, leur passion qui peuvent être partagés avec les femmes, mais qui peuvent prendre différentes formes. Je le sais pas. Après, disons que tu commences ton parcours, ça va pas très bien. Il y a des moments où tu te dis, est-ce que je suis vraiment à ma place? Quand tu regardes autour, puis tu regardes, puis physiquement, les gens te ressemblent pas beaucoup, ça doit être une pression importante pour... Il y a des raisons pourquoi on arrive à ce pourcentage-là, puis je ne sais pas comment faire basculer ça. C'est sûr que les quotas, discrimination positive, faut y penser, mais en amont, il y a sûrement des gestes qu'on peut poser. Ça, là encore, Ève, elle l'a évoqué aussi, la question du modèle, de si jamais on n'a pas eu ce modèle. Moi, je pense à enfant. Si j'ai pas eu un exemple de femme inspirante dans tel ou tel domaine, peu importe. Mais là, on va parler de la technique ou même dans des métiers manuels, voilà, il y a plein d'exemples qu'on peut citer. Si j'ai pas ce modèle-là, potentiellement, je vais peut-être même pas y penser, en fait, que je pourrais faire ça ou que ça pourrait m'intéresser. Ça paraît bête, mais c'est vrai. C'est tellement ancré dès le plus jeune âge, je trouve que... C'est vrai. Donc, en amont, un travail à faire, des role models, mais il faut les mettre en exergue, en évidence. C'est sûr que là, en ce moment, on a notre Joshua Bengio, mais on n'a pas sa version féminine en ce moment-là. Donc, la prochaine génération, le role model, c'est qui à part Ève et Shirley? Mais il y a Farah, l'idée, qui n'est pas exactement le même type, là, mais qui est super intéressante. Puis c'est ce genre de gens-là qu'il faut qu'on voit. C'est vrai, c'est ce genre de personnes-là. Lise, pendant son entrevue, peut-être dernière partie, parlait des personnalités, de la nécessité d'avoir une personnalité très forte, bulldozer, la polarisation, une espèce d'hostilité dans le domaine. Vous travaillez dans le domaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué un peu autour de vous, que ça exigeait, ce genre de personnalité-là? Avez-vous
remarqué ça dans le monde de la recherche en ce moment, dans vos domaines, dans votre domaine, qui se ressemble beaucoup? Moi, je crois que j'ai tout essayé. Je crois que j'ai essayé d'être gentille pour essayer de faire passer un petit peu la pilule de juridique un petit peu parfois difficile à prendre, d'y aller un peu plus franchement, quitte à taper presque du poing sur la table en disant mais si, c'est primordial, c'est important, si, écoutez-moi. J'ai tout essayé, je crois. J'avoue, je sais pas, je sais pas quelle est la meilleure attitude à avoir. J'avoue, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir tout essayé et de pas souvent avoir été écoutée, malheureusement. C'est vrai? Bah, ouais, j'ai des anecdotes. Hein. Elles sont presque drôles, hein. Mais ouais, c'est arrivé, bien sûr. Ouais, je préfère en rire, on va dire ça comme ça. Mais bien sûr, c'est arrivé. J'en ai vécu, quoi. Déjà, j'en ai, malheureusement. Ou tu es autour d'une table, puis tu essaies de faire passer ton message, de convaincre, puis le fait que tu sois une femme, là, tu essaies on va essayer d'être drôle, d'être poli, d'être gentil. Puis non, au contraire, j'ai essayé la formule lisse, là, bulldozer, agressive, masculine, entre guillemets, là, justement, parce que c'est ce genre d'attitude-là, habituellement, on l'associe à des hommes. Puis quand les femmes ont le même genre d'attitude, on dit qu'ils sont hystériques, là. Donc, tu as essayé ça, puis autour d'une table, ça fonctionne pas. Ouais, j'ai essayé à peu près tout, ouais. Et, bon, je résiste pas à l'envie de vous raconter une petite anecdote parce que bon, tant qu'à faire. Vas-y. Bon, c'est pas là, je m'amuse pas à dénoncer qui que ce soit ou quoi. Hein, je vous la raconte juste entre nous. Très largement, Enfin voilà, je donnerai pas de détails de où c'était ou quoi au caisse. Mais ouais, j'étais à une réunion où il n'y avait que des ingénieurs et j'étais la seule femme, la seule juriste et la plus jeune. Alors peut-être qu'un petit peu de tout joue. C'est une belle combinaison là, pour se faire tasser rapidement. Oui, tout à fait. Et pendant cette réunion, on évoquait, donc on parlait des boîtes noires qui vont être dans les véhicules. Et la personne qui dirigeait la réunion faisait en parlait, faisait un tour de table. Et je prends la parole en disant attention au fait à ce propos pour les boîtes noires. La CNIL a sorti là récemment un rapport, en a parlé spécifiquement, a consacré tout un point là-dessus en évoquant le fait qu'il y avait un point d'intention particulier à avoir parce que dans ces boîtes noires, il y aura nécessairement des données à caractère personnel. Et je n'ai pas eu le temps de finir en fait ma phrase qu'il m'a coupé la parole pour me dire non, c'est bon, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de boîte noire ou il n'y aura pas de données personnelles dans les boîtes noires. Ah ben. Et j'étais là un petit peu, je dis si. En fait, j'ai répondu du tac au tac, j'ai pas attendu. Je dis si. En plus là, c'est-à-dire que j'avais une certaine, je me sentais carrément légitime dans le sens où c'était pas moi qui le disais, c'était quand même la CNIL. Donc remettre en question la CNIL, c'était un peu, je trouvais ça un petit peu osé quoi. Donc du tac au tac, j'ai répondu tout de suite en disant si, il y en aura en fait. Si, c'est pas là, c'est acquis, hein, c'est le fait. Oui, t'as répondu non. Non. Et pas d'explication, pas de débat, pas de ah bon pourquoi, rien. Juste il a clos le débat comme ça et il a dit non, il y en aura pas, c'est bon. Voilà. Et la réunion a continué. Donc bon. C'est un bel exemple à quoi ça peut ressembler. La difficulté d'intégrer des femmes. On respecte le principe, mais lorsqu'on arrive, Ève donnait un autre exemple. On arrive pour faire un beau congrès, puis on va inviter des chercheurs et des chercheuses. Puis curieusement, la partie du congrès, la moins promue, c'est celle de fin de journée. Curieusement, c'est le panel de femmes. Il y en avait 4, puis sont toutes les 4 à la fin de la journée, quand tout le monde a décidé de reprendre son train pour retourner à la maison. Ou qu'on est en retard et qu'il faut écourter un petit peu les interventions, ce genre de choses.
Tout à fait, ben oui. Malheureusement, on arrive à la fin, il va falloir couper une demi-heure, puis ça va être dans votre colloque qu'on on va sabrer. Bon, ben c'est pas un portrait enthousiasmant de la recherche de la place des femmes, mais je pense qu'au moins on pose les questions, on voit que ça doit changer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a quelques pistes en amont, éducation, intégration. Il y a quelques pistes que nous avons abordées, mais évidemment, c'est un chantier qui est à faire. On ne pourra pas faire le tour en une heure ensemble. Peut-être pour notre podcast. Tiens, dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre podcast pour mieux présenter, mieux intégrer des femmes en AI? Bah, moi, justement, j'ai une question, une contre-question. Allons-y. Est-ce que, parce que je n'ai pas, j'avoue, là, j'y pense seulement maintenant, donc je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais bêtement, est-ce que il y a eu des femmes ingénieures, en l'occurrence, invitées au podcast pour parler d'un sujet en particulier, hein, de ce qu'elle mémoire, je fait, pense pas. De mémoire, je voilà, pense pas. par exemple, pour commencer, on pourrait inviter une femme ingénieure. Pourquoi pas? Tout à fait. Tout à fait. Et ça aura pris 20 épisodes pour s'en rendre compte. Mais on aura au moins fait ça. En plus, j'en connais qui travaillent. Puis je sais exactement qui je pourrais inviter. Est en AI, géomatique, GPS, puis c'est ça. Fait de la programmation. Donc, c'est dans elle a aussi les deux mains dans le cambouis. Puis c'est une bonne idée comme invité. J'ai son nom en tête, puis si vous en avez d'autres, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des noms, si vous êtes ce genre de personne, bien, communiquez avec nous, puis ça nous fera plaisir de vous recevoir pour justement commencer à construire cette culture-là au cœur même de l'intelligence artificielle, au cœur même de la technique. Il y a des femmes, il y a des femmes qui peuvent nous servir de modèle. Tout à fait. Bonne idée, Shirley. Eve? Moi, je pense que je me tournerai pas vers nous. Je pense que Shirley a comme eu on se rejoint encore. Elle propose mon idée, donc, mais je vais aller vers les gens qui nous écoutent peut-être, les femmes qui nous écoutent peut-être. Moi, je suis toujours étonnée, toujours surprise d'entendre des collègues masculins qui me disent « Ah ouais, je me suis proposée pour ça » ou « Ah, je pensais que j'étais la bonne personne, fait que je leur ai écrit puis je leur ai dit que j'avais quelque chose à dire. » S'il y en a parmi vous qui nous écoutent, qui vous dites « Ah, mais c'est peut-être moi, cet ingénieur-là, qui fait des choses intéressantes en intelligence artificielle, remettez-vous pas en doute, dites-vous pas « Ouais, mais je suis pas vraiment aussi intéressante que les autres. » Oui, vous l'êtes. Puis on veut vous entendre. Puis, somme toute, pour mettre un petit peu de lumière positive sur cette discussion qui a été un peu, peut-être, tout à fait réaliste, mais... Réaliste, oui. Ouais, sans vouloir faire une Sophie Grégoire de moi-même qui, le jour de la journée de la femme, nous dit saluons les garçons, hein, mais c'est un peu ça que je vais faire pareil. Personnellement, dans mon cheminement, j'ai été entourée d'hommes, de collègues extraordinaires, puis continuez, messieurs, d'être extraordinaires et de donner la voix aux femmes autour de vous, d'être conscients de ces affaires-là. C'est fort apprécié. Ben c'est un défi d'intégrer des femmes. Je pense que tu as bien fait de le mentionner. C'est vrai que les femmes sautent moins vite pour se mettre en valeur. Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est en classe. Là, lorsque je pose une question en classe, il y a toujours un silence après une question. Là. Le premier à lever la main, c'est toujours un gars. D'abord, je pense qu'il n'aime pas le silence qui accompagne la question, là, mais les femmes en classe, je dirais que ça va être peut-être la 5e main. Du moins, ça prend du temps. Là. Je ne sais pas si elles se disent « Ah, est-ce que j'ai quelque chose à dire? » Oui, c'est une bonne idée, mais le gars, lui, il a levé sa main, même si c'est pas intéressant, il va le dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un computing là, qui se fait. Là. Est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que je dis a de la valeur? Puis c'est peut-être des préjugés aussi, mais physiquement, là, je le vois que ça vient un peu plus tard. Puis je pense que ce réflexe-là perdure. Là, les gars qui veulent parler à un micro, il y en a plein. Les femmes sont plus réservées. Alors que, c'est ça, faut en écouter, faut en entendre, puis vous avez un rôle à jouer. Puis merci d'ailleurs, Shirley et Eve, aujourd'hui, d'avoir participé à cette discussion. Avez-vous d'ailleurs quelque chose à ajouter à cette charmante discussion, Shirley?
Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il y en a tellement de choses à dire. Ouais, si je dirais. Alors, je suis désolée, j'ai pas trouvé de bouquin en lien spécifiquement avec l'intelligence artificielle, mais justement sur les questions de modèles. Déjà, je pense que il y a des femmes qui travaillent et dans l'intelligence artificielle et qu'on a tendance à ne pas mettre en avant, à invisibiliser. Donc, aller chercher les femmes qui sont aujourd'hui en train de travailler dans ce domaine et aussi d'essayer d'aller chercher celles qui, par le passé, ont fait de grandes choses. Alors, malheureusement, je n'ai pas, comme je disais, un bouquin spécifique à l'intelligence artificielle, mais moi, parmi ce que je vais commander au Père Noël cette année, j'ai un bouquin de Titiou Lecoq qui le titre c'est Les Grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, et je trouve ça toujours incroyablement intéressant de se référer à l'histoire et de voir un petit peu comment les choses se sont passées. Donc voilà, du coup pourquoi pas essayer de faire ce travail-là. C'est quoi? Le titre c'est Les Grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Wow, tout qu'un titre, c'est beau. Voilà. Ouais. Oui, Ève, quelque chose à ajouter? Très, très, très brièvement, je pense que on a parlé de femmes, de modèles, puis de femmes modèles qui travaillent en machine learning. Je pense que j'inviterais tous ceux et celles qui nous écoutent à aller voir le profil de Joëlle Pineau du Mila, qui est une chercheuse de la trempe d'un Yoshua Bengio, mais dont on entend peut-être un peu moins parler. Joëlle Pineau, elle travaille au Mila, donc allez voir ça. C'est vrai que c'est un beau profil d'ailleurs. Ça ferait une invitée très fort pertinente pour notre podcast. On va essayer de travailler là-dessus. Ben voilà, c'était notre discussion. En mars, là, il y a la journée internationale des femmes. Il faudrait se faire au moins minimalement prendre le temps de faire un portrait de quelques femmes du domaine là, pour essayer d'accroître puis faire la promotion de cette partie-là de la recherche en intelligence artificielle. Faire la promotion de certains noms là, pour que certains noms soient de plus en plus connus et soient aussi connus que Joshua Bengio, qu'on salue en tout respect, Joshua. Mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Ben voilà, ce sera tout pour notre discussion aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette discussion. Merci Shirley. Merci à toi. Merci Ève de m'avoir accompagné en studio. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Votre hôte Jean-François Sénéchal. Merci de nous accompagner dans notre enquête, rappelons-le, sur la recherche, sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Un plaisir de partager avec vous cette aventure. Prenez soin de vous. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.